Monsieur le Président, mes chers collègues, chers monsieur, madame, qui ne connaît pas, je ne connais pas Alfred Velpeau là, mais qui ne connaît pas Alfred Velpeau? Pourtant, je vais vous lire ce qu'on dit de lui tout récemment dans La France savante, comité des travaux historiques et scientifiques de l'École des Chartes. Outre une erreur sur la date de naissance, 1796 au lieu de 1795, on peut lire ceci. Son père était ouvrier maréchal, chargé de famille et sans instruction. Le curé de Brèche fut frappé de bonheur des dispositions de l'enfant et s'appliqua à les cultiver. À 5 ans, le jeune Alfred servait la messe et apprenait à lire dans le rituel. Par malheur, le curé mourut, lui laissant pour tout héritage un abrégé de la vie de Jésus-Christ. Tout en tirant le soufflet, l'enfant lut et relut le volume, chercha à imiter les caractères d'imprimerie et parvint à écrire la lettre moulée. La fiche fut créée le 3 décembre 2017, mise à jour le 21 septembre 2021. C'est une pure légende, ou un roman si vous préférez. Peut-être d'ailleurs entretenu en partie par Velpeau lui-même, la légende d'un enfant de la France profonde, rural, ignare, inculte, devenu un des plus brillants chirurgiens parisiens du XIXe siècle. C'est merveilleux. Tout le monde l'admire. Mais si vous allez à Brèche, alors Brèche, peut-être, nous y sommes allés, Élise et moi, vous voyez la petite tache blanche à une trentaine de kilomètres. Trop près. Ah oui, je me trouvais. À une trentaine de kilomètres de Tours, il n'y a rien à Brèche. C'est à 6 lieues au nord de la ligne septentrionale de la Loire, et vous verrez tout à l'heure pourquoi j'insiste sur cette précision géographique. Que verrez-vous? Une rue principale, qui est en fait l'ancienne voie romaine qui reliait Tours au Mans, et dont l'église porte encore sur le mur la trace du pas de Saint-Martin, ce qui attire quelques touristes, assez rares. On vous montrera sa maison natale, où est apposée une petite plaque, très discrète. Et à l'intérieur de cette maison, qui est devenue la salle des fêtes, qui est fermée la plupart du temps d'ailleurs, vous verrez une petite vitrine, un micro-musée, avec quelques instruments chirurgicaux, un livre sur la syphilis et une bande Velpeau, bien entendu, même si on sait que ce n'est pas Velpeau qui l'a inventée. Devant l'église, il y a une stèle avec un buste dont nous vous parlerons. Dans l'église, un autre buste. Et enfin, surprise, dont nous parlerons tout à l'heure, un vitrail qui immortalise la figure du chirurgien, mais que le maire du village n'a jamais cherché à identifier avant nous, avant que nous lui rendions visite. C'est donc à la fois un beau sujet de méditation sur la vanité des choses et en même temps une belle introduction à notre travail qui a consisté à aller voir dans les archives, dans les livres, dans tout ce que nous avons pu trouver à Tours, de quoi rétablir peut-être le plus possible la vérité sur Alfred Velpeau. Et c'est tout aussi bien que la légende, je peux vous le garantir. Alors, Élise? Alors, Jacqueline vous a parlé tout d'abord de l'enfance à Brèche de Velpeau. Donc nous, maintenant, on va parler de ses premières études de médecine à Tours.
Alors, la légende veut effectivement que Velpeau se soit instruit auprès du curé du village, mais que un châtelain des environs de Brèche, qui habitait au Chenu, c'est environ 8 à 10 kilomètres de Brèche, qui s'appelait Emmanuel de la rue du Camp, se soit aussi associé au curé pour lui apprendre à lire et écrire. Donc cette légende est fausse. Velpeau, il venait pas d'un milieu d'illettrés. Mais il est fort probable, malgré tout, que cet Emmanuel de la rue du Camp, qui était un châtelain, eh bien, ait eu un impact dans les années d'études de Velpeau, notamment en le recommandant auprès de connaissances ou en le conseillant auprès de gens qu'il connaissait. Et c'est probablement lui qui l'a introduit dans ses études médicales. Alors, grâce à des notes, des ex-libris et des signatures manuscrites qui sont contenues dans des ouvrages qui sont conservés à la bibliothèque Émile Aron de la faculté de médecine de Tours et qui ont appartenu à Velpeau, on a pu retracer chronologiquement, de façon très précise, les premières années d'études de Velpeau. Donc, dans l'un des ouvrages, il annote Armand Velpeau, étudiant en médecine, et il date de juin 1813. On sait exactement quand est-ce qu'il a débuté ses études de médecine. Dans une seconde annotation, dans un autre ouvrage, il écrit Armand Velpeau, étudiant en médecine à la Flèche, et c'est daté du 10 mai 1814. Alors, ce passage à la Flèche, c'est quelque chose qui est complètement nouveau dans la biographie de Velpeau. On n'en avait aucune notion, mais ça fait sens tout de même avec ce fameux Emmanuel de la rue du Camp, puisque lui habitait au Chenu, mais il était originaire de la Flèche. Donc, on n'a pas plus de détails sur cela, mais probablement que c'est le lien qu'il faut faire entre Emmanuel de la rue du Camp et puis Velpeau. En 1816, il devient externe en chirurgie à Tours, puis une nouvelle annotation dans un ouvrage dans laquelle il dit officier de santé de l'hospice de Tours. Il la date du 27 mars 1818, donc ça, c'est très daté. Et puis en mai 1819, il devient nommé premier élève en chirurgie à Tours dans le service de Bretonneau. Alors c'est là que Bretonneau et Velpeau vont commencer une amitié qui est très forte et qu'ils vont entretenir toute leur vie dans une correspondance très régulière. Et c'est vraiment un lien privilégié qui s'établit entre Bretonneau et Velpeau. Bretonneau va jusqu'à dire que Velpeau est son fils aîné. Donc c'est tout de même quelque chose d'assez fort. Alors, pour pouvoir, donc là, Velpeau est officier de santé, pour pouvoir poursuivre ses études, il doit aller à Paris et Bretonneau lui recommande de poursuivre ses études. Donc, il est reçu, à la faculté de médecine de Paris en 1820. Donc là, on vous a mis une gravure qui est un portrait de jeunesse de Velpeau, qui est conservé ici à la bibliothèque de l'Académie. Velpeau, à partir du moment où il part à Paris, commence une grande correspondance avec Bretonneau, qui a été un outil absolument essentiel pour nous, pour pouvoir retracer sa biographie. Et on y voit effectivement déjà un Velpeau qui arrive et qui a des conditions difficiles et modestes. Il vit assez petitement avec très peu d'argent, mais c'est un acharné de travail. Il passe beaucoup de temps dans les bibliothèques, à l'hôpital, à faire des annotations sur les cas cliniques qu'il observe. Il lit beaucoup de grands auteurs, Corneille, Racine, etc., Voltaire. Il apprend le latin et dès son arrivée à Paris, eh bien, il commence à publier. En 1821, il passe son diplôme de bachelier S-Lettres, qui est nécessaire pour pouvoir ensuite soutenir sa thèse. Mais aussi, ce qui va transparaître dès le début de ses études à Paris, c'est son désaccord avec ses maîtres parisiens, avec Dupuytren, avec Broussais, etc. Enfin, surtout les physiologistes. Pour lui, leurs méthodes sont trop théoriques. Tout est expliqué par l'inflammation. Il n'utilise comme traitement que les sangsues et les saignées. Et Velpeau s'en plaint déjà dans sa correspondance auprès de Bretonneau. Alors ici, on vous a mis son diplôme de bachelier S-Lettres et sur la diapo suivante, son appartenance à la Société médicale du département d'Indre-et-Loire, à laquelle il va adhérer à partir de 1825, ce qui montre déjà sa fidélité, du moins intellectuelle, à la médecine de Touraine.
Alors, en 1823, il soutient sa thèse de médecine qui s'appelle Thèse sur quelques propositions de médecine. Et ici, là, la légende aussi est tenace puisque dans la plupart des biographies qui sont attribuées à Velpeau, on retrouve le titre suivant, Remarques sur les fièvres intermittentes, les teignes, les inflammations, les altérations du sang et la compression. C'est faux, en fait, c'est un résumé de ce qui se trouve dans cette thèse. Euh, c'est d'ailleurs là que Velpeau parle pour la première fois de la compression et donc des bandes qui sont ensuite appelées bandes Velpeau. Mais il explique bien dans sa thèse que c'est un procédé qu'il a observé auprès de Bretonneau. Et Velpeau a trop de respect pour Bretonneau pour s'attribuer la paternité de quelque chose que Bretonneau aurait pu observer et conseiller. Ça, c'est absolument impossible. Il a cherché à démocratiser ce qu'il avait observé auprès de Bretonneau, mais à aucun moment il a voulu s'en attribuer la paternité. Et d'ailleurs, Velpeau comme Trousseau, dans leur correspondance avec Bretonneau, ils poussent justement Bretonneau à publier ses recherches, puisque Bretonneau travaille beaucoup mais publie peu, et Trousseau et Velpeau lui reprochent de ne pas assez publier, et ils ont peur que justement leur maître se fasse parfois un petit peu voler la paternité de ce qu'il aurait trouvé. Alors, on en revient à la thèse, donc celle de 1823. On voit déjà dès la page de garde son attachement à sa Touraine, puisqu'il la signe Alfred Armand Louis-Marie Velpeau de Brèche, département d'Indre-et-Loire. Donc, il note son lien à la Touraine. Donc, il écrit qu'il est ex-premier élève interne de l'hôpital général de Tours, mais aussi qu'il est aide d'anatomie à la faculté de médecine de Paris, professeur particulier d'anatomie, de médecine opératoire et d'accouchement, puisque parallèlement à sa carrière universitaire, entre guillemets, eh bien, Velpeau travaille aussi pour pouvoir aussi gagner de l'argent parce qu'il a assez peu de moyens. Donc, on reviendra ensuite à cette thèse. Il a soutenu une seconde thèse l'année suivante, en 1824, qui, elle, est totalement rédigée en latin, dont le titre est An tuberculorum crudorum in pulmonibus certa diagnosis possibilis curatio. Donc, que Jacqueline a traduit par le diagnostic des tubercules crus dans les poumons est-il sûr? Un traitement est-il possible? Cette notion de tubercule cru, il y a d'autres médecins à cette époque qui s'interrogent un petit peu dessus et qui le publient. Cette thèse, on ne va pas vous en parler plus puisqu'on ne l'a pas encore transcrite, ou du moins Jacqueline ne l'a pas encore transcrite puisque mes compétences de latin sont très limitées. Et donc, on a encore... Oui, tu. On a encore beaucoup de choses, hein. Velpeau a beaucoup publié, donc loin de moi l'idée de vous dire que nous avons lu l'ensemble de ses articles, de ses traités. Enfin, il a énormément publié. Donc ça reste quelque chose à étudier, mais on voulait quand même vous montrer cette deuxième thèse qui est celle d'agrégation. Alors, je reviens sur la thèse de médecine de 1823. Et donc, voici ce que Velpeau écrit en introduction de sa thèse. Il écrit « Je cherche la vérité et je combattrai les erreurs où je croirai les rencontrer de quelque part qu'elles viennent ». Alors, cette quête de vérité, elle est absolument essentielle dans la carrière de Velpeau. Pour lui, ce qu'il publie, ce qu'il décrit, ce qu'il va donner à étudier, eh bien, c'est ce qu'il voit et ce dont il est sûr. C'est vraiment la primauté de l'observation. Tout le temps, il est en quête de vérité. Et il poursuit en disant « Je sais bien aussi comment Monsieur Broussais les réfute, mais je l'avoue, sans crainte de lui déplaire, loin de me convaincre, ces réfutations m'ont fait voir d'une manière plus évidente encore la faiblesse et l'incohérence de son système. » Je m'arrête un moment ici, donc je vous rappelle qu'on est en 1823, que Velpeau est en train de soutenir sa thèse devant un parterre de maîtres parisiens, et là où tous les étudiants auraient plutôt quand même cherché à passer de la crème dans le dos de ses pairs, eh bien lui, il leur dit que leur méthode est faible, est incohérente. Il va encore plus loin puisqu'il dit « Ayant été longtemps l'élève de M. Bretonneau dans l'hôpital général de Tours, je dois dire que la manière de voir émise dans cet opuscule lui appartient plus qu'à moi, de sorte que si on y trouve quelque idée juste, c'est à lui qu'en sera dû l'honneur, au lieu que les fautes devront m'être imputées. » Alors on voit bien déjà premièrement sa fidélité à Bretonneau, mais il oppose aussi la médecine qu'il a apprise à Tours avec celle qu'il a apprise à Paris. Et pour lui, il doit tout à Bretonneau et rien du tout à ses maîtres parisiens. Donc on voit un petit peu la provocation ici de Velpeau, l'audace, enfin je ne sais pas comment on peut appeler ça, mais c'est tout de même très osé pour quelqu'un qui va soutenir sa thèse.
Alors maintenant, on passe à une autre citation qui est une lettre que Velpeau a écrite à Bretonneau en janvier 1826. Il lui écrit: Il est entendu que les Tourangeaux formeront secte à Paris. Vous serez le général. Trousseau, le plus enthousiaste et le plus audacieux, sera mis en avant toutes les fois qu'il faudra tomber sur quelqu'un. Et Georget est là pour recevoir dans ses archives les travaux ou les éloges de l'école bretonnienne. Alors là, on passe encore un cran au-dessus. On est une secte, donc quasiment une religion. Bretonneau en est quasiment le dieu. Trousseau, Georget et Velpeau, qui sont tous les trois des médecins tourangeaux qui sont venus exercer à Paris, eh bien, sont là pour prêcher la bonne parole bretonnienne. Les archives auxquelles fait référence ici Velpeau, ce sont les archives générales de médecine dans lesquelles Trousseau autant que Velpeau vont beaucoup publier et dont le rédacteur en chef est Étienne Georget, donc qui est aliéniste, qui est lui aussi originaire de Touraine, puisqu'il est né à Vernoux-sur-Brenne, donc qui est un village d'Indre-et-Loire. Ces archives générales de médecine, Velpeau va se proposer dès 1826 de publier de façon trimestrielle les cas cliniques les plus importants qu'il aura observés à la Charité, où il est sous la direction de Philibert Joseph Roux. Il explique en fait cette démarche puisqu'il dit qu'à la Charité, les cas cliniques sont tous consignés, qu'il y a des archives, mais que c'est vraiment pas très pratique de s'y retrouver. Donc pour lui, il fait une sélection des cas cliniques les plus intéressants et il les publie pour servir à la science et puis pour que tous les médecins puissent mettre en commun leurs observations pour pouvoir avoir des suggestions d'autres traitements ou d'autres prises en charge. Alors, on a un bel exemple de cela, puisque à la bibliothèque Émile Aron, à la faculté de médecine de Tours, eh bien, des carnets manuscrits qui ont appartenu à Velpeau sont conservés. Donc, vous avez ici un carnet d'observation qu'on a entièrement transcrit et dont la rédaction a été débutée en 1826, donc qui est contemporaine du début des publications dans les archives. On y voit eh bien, la méthode clinique que Velpeau applique. On est quasiment en fait au chevet du patient avec lui et on y voit tout l'attachement qu'il donne à ses patients. Alors, ce carnet, il est composé de 3 parties. La première, ce sont donc des observations cliniques de la Charité entre 1826 et 1827. Et dans cette première partie, on a 2 sous-sections. On a des cas cliniques uniquement féminins qui sont au nombre de 115 et des cas cliniques uniquement masculins, et je crois qu'il y en a un peu plus de 120. La seconde partie, ce sont des observations de sa patientèle privée sur un seul et même thème, la péritonite puerpérale, mais on y reviendra juste après. Et elle s'étale entre mars et mai 1828. Et ensuite, la troisième partie, c'est une bibliographie complète, très détaillée, qui est celle qu'il a utilisée pour son traité d'anatomie chirurgicale qu'il a publié en 1833. Donc, on voit à quel point ce carnet a servi sur une longue période à Velpeau, mais on va voir que bien au-delà de cela. Alors, il présente ses cas cliniques toujours de la même façon. Il présente la salle déjà dans laquelle il a observé le ou la patiente. Souvent, il nomme les patients par leur prénom et puis il développe le cas clinique. Parfois, on observe le patient avec lui heure par heure, jour après jour. Lorsqu'il y a une guérison, on a la date de guérison et de sortie du patient. Et puis, lorsque le patient meurt, on a une nécropsie. Donc, c'est vraiment la méthode anatomo-clinique que l'on observe ici dans ce carnet de Velpeau. On y voit un intérêt pour un grand nombre de sujets, mais bon, de fait, puisqu'il est à la Charité, donc c'est ce qui s'offre à lui, entre guillemets, on observe de la pathologie infectieuse, ophtalmique, de la traumatologie, des pathologies cancéreuses, des péritonites puerpérales, et beaucoup d'accouchements. Quasiment la moitié des cas féminins, en fait, concernent des accouchements. Et la fonction d'accoucheur, Velpeau plus tard deviendra chirurgien-accoucheur, et cette fonction d'accoucheur, pour lui, est tout aussi importante que celle de chirurgien, puisque toute sa carrière, il va se battre contre les petits médecins, dit-il, qui pratiquent les accouchements sans forcément en connaître vraiment la science, puisque vraiment, lui cherche à élever l'accouchement au rang de science. Et pour lui, ces médecins mettent en danger femmes et enfants. Et c'est vraiment pas acceptable. Donc, il va publier un traité de l'art des accouchements et il écrit en introduction qu'il lui a fallu au minimum 1200 cas pour pouvoir écrire ce traité. Donc ici, ce sont les premières armes de Velpeau en tant qu'accoucheur. Alors, on va prendre un exemple, celui de la péritonite puerpérale, qui était un véritable fléau, et que Velpeau se propose de traiter par friction de mercure.
C'est un sujet qui lui a été proposé par Bretonneau et dans lequel Velpeau vraiment met tous ses espoirs puisqu'il écrit à Bretonneau, si vous en rencontrez, tentez donc ce moyen que je n'ose encore appeler héroïque. Il y a d'autres médecins à cette époque qui se sont intéressés à cette technique, notamment Laennec, mais Velpeau, lui, va proposer d'appliquer le baume mercuriel plutôt sur le ventre que sur les cuisses avec un dosage supérieur. Et puis, il y adjoint d'autres baumes dans sa préparation. Il va donc consigner quelques observations dans ce carnet que je vous ai présenté, et ça va être à l'origine d'une publication dans la Revue médicale française et étrangère en 1827. Et dans cette publication, ce que l'on n'avait pas vu dans le carnet, puisque ce sont des cas cliniques consignés, c'est qu'avec Philibert Joseph Roux, qui était donc son chef à la Charité, eh bien, il a été, entre guillemets, convenu de critères d'inclusion. Il dit « Il fut convenu que cette médication serait de nouveau essayée dès qu'une péritonite n'aurait pas cédé aux premières saignées. » Donc, on fait d'abord les saignées, les sangsues, et puis si ça ne fonctionne pas, Roux laisse libre cours à Velpeau pour essayer sa méthode. Donc, Velpeau publie ces 6 ou 7 cas avec un échec de 100%. Mais pour lui, cette méthode est très prometteuse puisqu'il dit que pour chacune des patientes, eh bien, elles ont toutes eu un regain vital à la suite de l'application de mercure. Donc, pour lui, il attribue cet échec justement à ces critères d'inclusion ou alors au fait que c'est encore une thérapeutique qu'on essaie de mettre au point, donc on n'a pas forcément le bon dosage. À la suite de cela, des articles des détracteurs de Velpeau vont paraître, qui vont aller à l'encontre de Velpeau. Et donc, ça, c'est une pratique que fera Velpeau toute sa carrière. Quand on va à son encontre, soit il se remet au travail pour prouver qu'il a raison, ou soit parfois on observe aussi dans certains périodiques des lettres que Velpeau a envoyées au rédacteur en chef et qui demandent à être publiées pour vraiment justifier point par point tout ce qui lui aura été reproché. Donc là, en l'occurrence, Velpeau se remet au travail et il va aller chercher dans sa patientèle privée des patientes atteintes de péritonite puerpérale qu'il traite par les frictions de mercure. Et donc, c'est la deuxième partie du carnet qui est consacrée uniquement à cela, donc en vue du second article qui, cette fois, paraît en 1829 dans les archives de Georget et dans laquelle Velpeau reprend déjà tous les cas cliniques du premier article, mais il publie de nouveaux cas cliniques de patientes qui ont été traitées par les frictions de mercure. Il a un tout petit peu plus de succès, mais là, il a un petit peu plus de mauvaise foi puisqu'il a enjolivé un peu la fin de certaines. Et dans sa conclusion, il dit que de toute façon, les cas qui n'ont pas fonctionné, c'est soit que la sage-femme aurait appelé Velpeau trop tard, soit que la patiente n'était pas coopérante ou qu'il aurait délégué ses frictions et donc elles auraient été mal faites. Mais lui continue de penser que c'est vraiment quelque chose qui est très prometteur. Alors, juste si on a un tout petit peu de temps, je vais parler aussi de la pathologie mammaire, puisque Velpeau, dans son carnet, observe aussi plusieurs cancers du sein. Et c'est un des premiers sujets auxquels il va s'intéresser, puisque le cas clinique qui est juste en bas de la page, c'est Madame de Lagarde, donc âgée de 54 ans, grosse mais forte, pourtant bien, et bien constituée, qui a eu un coup de couteau dans le sein gauche. Enfin bon, je ne vais pas vous détailler tout ce qu'il a écrit, mais cette Madame de Lagarde, elle a un cancer du sein. Elle a fait l'objet d'un premier article dans les archives générales de médecine qui montre qu'elle a eu uniquement des soins locaux. Et donc là, elle revient. Et elle va être opérée par Philibert Joseph Roux. Et dans ce cas que vous voyez ici, Velpeau va vraiment consigner tout ce qu'il a observé durant l'opération. Bon, elle va mourir, on aura aussi sa nécropsie. Mais ce qui est intéressant, c'est que donc on retrouve 2 articles dédiés à Madame de Lagarde dans les archives. Mais aussi, Velpeau va plus tard, en 1854, faire un traité des maladies du sein. Et dans ce traité, eh bien, on retrouve quasiment mot pour mot eh bien, l'opération de Madame de Lagarde qu'il a observée auprès de Philibert Joseph Roux. Donc, on voit que ce carnet d'observation, c'est vraiment la méthode de travail de Velpeau, c'est vraiment sa colonne vertébrale et il s'en est servi au final toute sa vie, puisque là, on est quasiment 30 ans après l'écriture le recueil de notes de ces cas cliniques. Et puis aussi, dans ces cancers du sein, il cherchait aussi à en faire une classification donc, qui va paraître dans ce traité des maladies du sein. Et il dit en introduction que déjà, dès 1826, où il consignait ces cas cliniques, eh bien, il cherchait à faire une classification des cancers du sein. Donc ici, cette patiente, et il y a une deuxième qui s'appelle Madame Mertot, qui est aussi dans ce carnet de cas cliniques, eh bien, elles ont aussi servi, c'est le point de départ de la classification que propose Velpeau une trentaine d'années plus tard.
Alors, en 1828, Velpeau va être nommé chirurgien accoucheur des hôpitaux de Paris. Donc, j'ai déjà parlé de cette fonction d'accoucheur qui, pour lui, est tout aussi importante que celle de chirurgien. Et donc, en 1828, il écrit à ce propos à Bretonneau: «Sachez que maintenant, mon rôle est d'être chirurgien accoucheur plus que médecin. C'est-à-dire que je veux couper et trancher. Il ne fut donc homme plus déterminé. Dubois, Boyer, Roux et Dupuytren ne sont plus que de misérables enfants. Ils ont parcouru leur cercle.» Donc encore un petit coup pour ces chefs parisiens. Lui est très content d'être chirurgien à la Charité. Et maintenant, à travers lui, chirurgien pardon, à Paris, il n'est pas encore à la Charité. Et maintenant, à travers lui, va pouvoir briller la médecine tourangelle à Paris, c'est-à-dire celle qu'il a apprise auprès de Bretonneau. Le 6 août 1834, il est nommé chirurgien en chef à l'hôpital de la Charité. Donc, c'est un poste qu'il convoitait beaucoup et qu'il a occupé jusqu'à sa mort en 1867. Et là, dans une lettre à Bretonneau, à la suite de sa nomination, il prend un tout autre ton et on voit à quel point Velpeau, il est capable d'exploser comme il est capable aussi d'être très tendre, puisqu'il écrit: «Je suis nommé, mon cher maître, ma joie ne peut se peindre. Mon cœur n'a jamais rien éprouvé de semblable. Toutes mes idées se confondent, tout est bouleversé dans mon âme. Je ne puis vous dire que ce mot. Demain, le calme me permettra de vous écrire en détail. Adieu, je vous embrasse 1000 fois.» Alors, je crois qu'à travers tout ce qu'on a déjà un petit peu vu de Velpeau, on peut dire que c'est un caractère entier. Quand il aime beaucoup, mais quand il n'aime pas, il le fait savoir aussi, et avec beaucoup de virulence parfois. Donc, Velpeau, donc maintenant, est à l'apogée de sa carrière, et donc c'est très bien représenté par ce tableau de Feyen-Perrin qui est conservé au Musée des Beaux-Arts de Tours, qui actuellement est exposé dans une exposition sur le portrait. Et donc, évidemment que ça fait penser immédiatement à la leçon d'anatomie de Rembrandt. On y voit ici un Velpeau qui est baigné dans la lumière, qui fait quasiment une tête de plus que les autres. Tous les regards sont rivés vers le cadavre et vers les mains de Velpeau qui sont prêtes à disséquer. Donc ici, je trouve que c'est une belle allégorie du Velpeau à l'apogée de sa carrière. Alors, soit dit en passant, si quelqu'un reconnaît quelqu'un dans les protagonistes, dans l'Assemblée, oui, ils sont signalés à l'exposition, mais ils m'ont sollicité pour savoir, ils n'ont pas reconnu a priori tout le monde. Bon, donc on est à la recherche des protagonistes un petit peu. Certains ont été identifiés, mais pas tous. Alors, Velpeau est nommé à l'Académie de médecine en 1832, à l'Académie des sciences en 1843, mais il appartient aussi à de nombreuses sociétés savantes, pas qu'en France, mais aussi à travers le monde. Ici, on a mis l'exemple, je crois que c'est la Société mexicaine et puis la Société vesalienne. Ça a fait l'objet d'un travail de thèse de Thomas de Dreuil, c'est un travail de médecine, de thèse de médecine générale, puisque plus de 70 certificats sont conservés à la bibliothèque Émile Aron à Tours, qui atteste de l'appartenance de Velpeau à de nombreuses sociétés, donc qui montre qu'il avait quand même une influence au-delà des frontières françaises. Alors voici ici le buste que vous pourrez voir en repartant dans la salle des bustes à l'Académie de médecine. Il est signé Dantan le Jeune. C'est un buste en bronze qui date de 1857. Ici, quelques caricatures de Velpeau pour faire plaisir à notre président. Et puis, je vais relaisser la parole à Jacqueline, qui va vous parler de la bibliothèque de Velpeau. Si, Élise. Bon, je crois que vous avez déjà pu constater que Velpeau n'est pas quelqu'un à qui on est indifférent. Ou bien on a de l'empathie avec ce personnage, ou bien on le déteste. Et c'est un petit peu, d'ailleurs, ce qu'il cherchait. Il est assez provocateur. Alors, ce dont je vais vous parler, c'est en fait d'une enquête qui a pris 20 ans, mais pas 20 ans, mais qui s'est étalée sur 20 ans, parce qu'enfin, Velpeau a beaucoup écrit, mais que sont devenus les livres de Velpeau? Alors que dans son testament, il n'arrête pas, il y a une quantité énorme de lait, même de tout petit lait, euh, par exemple à quelqu'un qui s'est occupé de la tombe de sa mère, etc. Il n'y a rien sur ces livres. Donc, que sont-ils devenus? En l'an 2000, au moment où au CSR, on lançait un petit peu l'histoire de la médecine, j'avais été frappée par le fait qu'à la bibliothèque de médecine, à la faculté de médecine, on trouvait quelques livres signés ou avec un ex-libris de Velpeau, alors que le fonds patrimonial, comme on dit aujourd'hui, comporte plus de 11 000 volumes et dont une partie provient de l'ancienne école de médecine.
Alors, ce que je vais essayer de vous présenter, c'est comment on est arrivé à prouver, enfin prouver momentanément, qu'une partie de ce fonds patrimonial est en fait constituée par la bibliothèque personnelle d'Alfred Velpo. Le début, c'est un état des lieux qui date de 1975. La conservatrice de l'époque, Françoise Mailleux, écrit à la direction des bibliothèques de l'université, dresse un rapport. Elle écrit qu'elle ne possède aucun dossier concernant l'historique de ce fonds patrimonial, que la date de dépôt à la section de médecine est inconnue et que les rapports successifs adressés à la direction des bibliothèques de 56 à 66 ne mentionnent aucun transfert. Elle signale qu'il y a quelques ouvrages appartenant à Velpeau et à Trousseau, mais que ces ouvrages sont mélangés avec d'autres, et que de toute façon, il est très difficile de faire une évaluation, puisque nous n'avons pas de catalogue, puisqu'il y a des fiches dans certains volumes et d'autres dans des boîtes, et qu'il faudrait donc parcourir tous les rayonnages afin de compter les ouvrages éventuellement attribuables à la bibliothèque de Velpeau. Elle demande en conséquence, ce qui est logique, 2 créations de postes pour le traitement de ces livres, un poste de conservateur et un poste de sous-bibliothécaire. Bon, la solution, vous la connaissez, elle n'a eu ni l'un ni l'autre. Bon, la suite du rapport amplifie les difficultés, car si on veut vraiment consulter ces ouvrages anciens, on n'a aucun moyen d'accès. Il n'existe ni registre manuscrit, ni catalogue imprimé. Enfin, elle signale quand même une 50aine d'ouvrages, de brochures, dispersés dans les rayons qui auraient pu appartenir à Velpeau ou à Trousseau. Et aussi des ouvrages qui ont appartenu à des médecins ou à des pharmaciens tourangeaux, par exemple le fonds Boutineau. En résumé, en 1975, le fonds ancien était connu, mais peu répérable. En l'absence d'inventaire, se dégageait une majorité d'ouvrages à dominante chirurgicale ou anatomique, c'est assez logique dans les fonds anciens, plus particulièrement écrits en français, peu en latin finalement, mais beaucoup en français, mais aussi en néerlandais, ce qui est assez rare de trouver dans une bibliothèque française, et en anglais. Alors, en 2000, comme nous voulions lancer donc, le fonds L'histoire de la médecine au CSR, et comme les sciences humaines en médecine avaient été introduites à la faculté de médecine grâce à Philippe Bagreau, on a donc décidé de faire un repérage sous la forme d'une base de données. C'est la première base de données photographique. Alors, je vous signale, elle existe toujours, mais elle est vraiment, aujourd'hui, elle date. Elle date dans sa présentation. C'était la première base de données Internet qui repérait l'auteur, le titre, l'imprimeur, le libraire, l'année, le format, la pagination. Donc, un travail qui avait été fait de manière très scientifique, mais présenté de manière beaucoup moins attrayante que les bases de données actuelles. Alors, on m'avait toujours demandé à l'époque pourquoi je l'avais appelé Dionys. Je ne vous donnerai pas le nom d'un célèbre médecin qui m'a dit c'est parce que vous êtes helléniste sans doute et que Dionysos, bien non. Dionys, c'est le nom d'un chirurgien de même très connu de vous, chirurgien parisien, mais qui avait eu la particularité de vouloir démontrer l'anatomie de l'homme au Jardin des Plantes sous Louis XIV, démontrant donc la circulation du sang, autrement dit un moderne opposé à la faculté de médecine traditionnelle et un petit peu figé dans le dogme de Galien. Oui, alors, parmi ces livres, 2 semblaient immédiatement intéressants. C'est Le médecin des pauvres qui enseigne le moyen de guérir les maladies. Bon, c'est un traité
intéressant, je dirais, par deux aspects. D'abord, le frontispice que vous avez là, qui est en quelque sorte un résumé, un macrocosme par rapport au contenu de l'ouvrage. Vous avez face à face un médecin en robe longue, un chirurgien en robe courte, dans un jardin de santé, un hortus sanitatis avec les herbes médicinales, et une formule qui va revenir à l'intérieur du volume, je suis aussi un bon pasteur. Donc je m'occupe du corps et des âmes. Il a été très, très réédité. Ce qui est beaucoup plus intéressant pour nous, et tout l'intérêt pour le fonds local, c'est ce petit texte quasi illisible sur la page intérieure de la couverture, emprunté de Madame de Châtillon en 1812, en espérance d'y trouver la guérison d'un ulcère ancien, je pense, que j'avais à la jambe droite, dont j'ai bien eu du mal à me défaire. Brèche, 6 lieues de la ligne septentrionale sur la Loire, voilà pourquoi tout à l'heure j'avais donné cette précision, signé Armand Velpeau, et précédé des signatures de Renier Régnard et de Marin Velpeau étant le père d'Alfred Armand Velpeau. Dans le même volume, une préparation à base d'élébores noirs pour purger l'humeur mélancolique au 3e degré a été soulignée, peut-être par Velpeau. Du moins, si l'on en croit l'usage malencontreux qu'il fit de cette substance, d'après la légende, puisqu'il s'en serait servi pour vouloir guérir une jeune voisine, et que sans l'intervention d'un notable et d'un médecin local, la jeune femme aurait succombé. Donc voilà la première signature de Velpeau d'un livre qui aurait été parmi ses plus anciens. Le deuxième livre, très intéressant, où on retrouve également sa signature, ce sont les remèdes charitables de Madame Fouquet pour guérir à peu de frais toutes sortes de maux externes, invétérés, ou qui ont passé jusqu'à présent pour incurables. Augmenté en cette édition d'un grand nombre d'autres remèdes faciles à trouver, en 2 volumes 12, chacun de plus de 500 pages. Alors, ce sont de ce genre de petites éditions populaires, imprimées en petit format, qui étaient colportées au fil des marchés, que se vendaient facilement, mais écrits en français. Là encore, c'est un exemplaire unique qui est possédé à la bibliothèque Émile Aron. Sur la page de garde, une série d'adresses aux livres, écrites par les propriétaires successifs de l'ouvrage. Le livre a été acheté en 1812 à un certain Jacques C. par Marin Velpeau, donc toujours le père, qui accompagne sa signature de sa profession, artiste vétérinaire. Cette seule signature suffirait à démonter la légende accréditée dont Élise vous a parlé par les médecins parisiens du XIXe siècle, selon laquelle les maréchaux ferrants étaient des gens illettrés et ignares. Maréchal ferrant, c'est un métier dont le rôle était essentiel, non seulement dans le monde rural, pour les travaux des champs, mais aussi pour le transport des marchandises. Et la plupart des maréchaux ferrants avaient reçu l'agrément du préfet pour être artistes, pratiquant un art, un métier de vétérinaire. Ils pouvaient donc donner des soins aux chevaux, petite chirurgie, médicaments, soins aux sabots aussi, souvent abîmés par la route. Et cela les différenciait des vrais vétérinaires formés à Alfort, par exemple. Celui qui va se présenter dans ces adresses pour la première fois comme Armand Velpeau, étudiant en médecine, vous l'avez vu tout à l'heure, c'est l'auteur de la seconde signature, 15 juin 1813, 3 ans avant son acceptation comme élève en chirurgie externe de Bretonnie. Et il va poursuivre un dialogue. Et oui, mais maintenant, tu es, donc il parle au livre,
Tu es à Armand Velpeau, fils aîné, étudiant en médecine, communié le 15 juin 1813. Le livre a donc vraisemblablement été un cadeau offert au jeune Armand Velpeau, il ne s'appelait pas encore officiellement Alfred Armand, pour sa communion. Ce qui est confirmé, me semble-t-il, par une petite image du Christ sur la croix, page 481, et par la mention du baptême de Jésus-Christ, page 210. Voilà, je pense, les deux livres les plus anciens que nous ayons de la bibliothèque de Velpeau. Ils existent toujours. Le seul problème, maintenant, c'est de se demander comment sont-ils revenus à Tours, puisque Velpeau, s'il les a gardés, les a amenés visiblement à Paris, puisqu'il habitait Paris. Et c'est là que nous avons eu la chance de retrouver, outre le carnet d'observation, d'autres carnets signés par un interne, un ancien interne de Velpeau, carnet manuscrit, bibliothèque de M. Velpeau, qui décrit la bibliothèque personnelle du chirurgien, comprenant les livres acquis ou qui lui avaient été dédicacés. Alors, ce carnet, nous l'avons consulté. Il est malheureusement très bien tenu, non, enfin, heureusement très bien tenu, mais malheureusement très flou dans les dénominations. Quand je vois sous X, caché sous la lettre X, un ouvrage rare, ancien et renommés auteurs de 1555, qui est également à la bibliothèque, il est difficile de retrouver dans le catalogue quel est exactement le livre correspondant au titre. Par exemple, j'ai retrouvé un atlas d'anatomie, mais est-ce un Vézal ou pas? Pas de date. J'ai retrouvé un album Cholera Morbus. Donc, les titres sont malheureusement trop vagues. Et pourtant, c'est bien ces titres-là qui vont que l'on retrouve dans la bibliothèque, si on a le temps d'essayer de faire des recoupements, d'essayer de voir quel est vraiment l'intérêt de ce premier carnet qu'il faudra encore vraiment regarder en détail. Là, nous n'avons fait que survoler et retrouver ce que nous connaissions, plus ou moins. Mais à une rapide confrontation entre les livres mentionnés dans ces carnets de Réau et ceux que nous avons inventoriés dans la base Ionis avec l'ex libris ou bien une notation manuscrite de Velpeau, nous avait déjà en 2000 et maintenant encore plus en 2024 donné l'impression que une bonne centaine de livres de Velpeau faisaient partie de la bibliothèque actuelle de la bibliothèque Émile Aron. En fait, il y en a beaucoup plus et ça, c'est tout récent. J'ai encore le temps. Bon. C'est tout récent que nous avons pu, je pense, aller plus loin. Du mariage d'Alfred Velpeau avec Marie-Adélaïde Quenneville en 1832 étaient nées deux filles. L'aînée, Gabrielle Hortense, était morte en 1955, âgée de 22 ans. La cadette, Adèle, Laure Velpeau, avait épousé le 20 septembre 1860 le baron Antoinet de la Turmelière, député de la Loire-Inférieure, chambellan de Napoléon III. Et le couple vivait entre Paris et le château de la Turmelière, près de Liré, en Anjou. Or, dans les archives municipales de Tours, j'ai retrouvé tout récemment une lettre, enfin plusieurs lettres. Le 26 juin 1885, soit près de 20 ans après la mort de Velpeau, le baron adresse une lettre au conseil municipal de Tours pour l'informer qu'après une longue maladie qui a suspendu les démarches, il fait don de la bibliothèque de son beau-père à l'école de médecine de Tours pour accomplir un des vœux les plus chers de son beau-père. Une deuxième lettre, datée du 27 juin,
précise que le départ de la rue de Grenelle, où le couple habitait, pour le Petit Liré, est proche, que les livres sont dans des caisses et prêtes à être envoyés. Ces lettres ont disparu, mais les registres du conseil municipal en ont gardé la trace à travers les débats qu'elles ont suscités, des débats alors particulièrement houleux, mais qui sont entièrement retranscrits, et c'est un plaisir de les lire. Je ne résiste pas à vous faire part de certaines discussions. L'école de médecine, dit le maire, n'a pas capacité à recevoir des laits. C'est vrai. Alors, certains conseillers veulent que ce lait devienne la propriété de la ville. Ainsi, la ville pourra l'héberger afin d'élargir la consultation du lait aux médecins libéraux. Mais d'autres temporisent et proposent de créer d'abord une commission qui se mettrait en rapport avec les héritiers. Et on verra bien après. Après délibération, le maire décide que la ville est seule habilitée à recevoir et que le don en question doit être présenté à la ville. Et il conclut, ce n'est probablement que l'exécution d'une disposition particulière du testament de Velpeau. Ce n'est pas vraiment, enfin bon. La conclusion tombe, le lait est donné à la ville, qui à son tour le donne à l'école de médecine. Mais il reste quand même propriété de la ville au cas où l'école de médecine ne durerait pas longtemps. Il ne faudrait pas que ces livres disparaissent. Un devis est même établi par un architecte local, j'ai retrouvé le devis, il y est, pour l'installation de rayonnage et de travaux de peinture dans une salle de l'école de médecine. Lors de la séance suivante, le 12 août, le maire informe le conseil que les caisses de livres sont arrivées à Tours et qu'elles ont été placées provisoirement dans un réduit à la mairie. Aucune indication n'est fournie sur le contenu des caisses, ni sur l'emplacement de ce réduit. Aucun inventaire, aucune pièce justifiant de la réception. Le procès-verbal de séance confirme le choix de placer cette bibliothèque à l'école de médecine. Et la mairie s'engage à honorer le devis de l'architecte qui s'élève à 950 francs, une somme assez considérable à l'époque. La séance solennelle de rentrée de l'école de médecine et de pharmacie a lieu le 3 décembre 85, donc je vous parle de août, où c'est encore à l'état de devis, le devis au 3 décembre 85. Les choses sont allées vite, puisque le maire et le directeur de l'école, qui était le docteur Danner, convient l'assistance à visiter la nouvelle bibliothèque Velpeau en 6 mois, riche de plus de 4000 volumes, et par la même occasion, à admirer le buste en bronze de Velpeau, créé spécialement à cette occasion par le jeune sculpteur François Sicard, et financé par une souscription ouverte. Donc, ce n'est pas une copie du buste de Danton, c'est une création faite, une des premières créations de Sicard. Le buste est toujours à la faculté de médecine, qui nous montre l'intérêt de la bibliothèque Velpeau. Alors, Élise. Alors, Jacqueline vous a parlé donc des livres de Velpeau qui sont revenus en Touraine. Donc maintenant, nous aussi, nous allons revenir en Touraine. Et ici, on est sur la place de l'église de Brèche. Vous voyez qu'il y a foule en plein après-midi d'un mois d'août. Alors, cette place de l'église, donc vous voyez au milieu un socle sur lequel il y a un buste, et puis à l'arrière, l'église, et au fond à droite, il y a 2 arbres. En fait, c'est l'entrée du cimetière de Brèche. Alors, cette place, aujourd'hui, il y a assez peu d'activité, mais il n'en a pas toujours été ainsi,
puisque en juillet 1897, donc 30 ans après la mort de Velpeau, eh bien, il y a eu de grandes festivités qui se sont tenues ici, grandes festivités qui ont été relayées dans la presse locale, mais aussi dans la presse parisienne. On en a trace aussi dans le bulletin de l'Académie de médecine. Et ces festivités, eh bien, elles étaient là pour déjà inaugurer cette place et la baptiser en place Velpeau, et aussi pour inaugurer ici le socle en marbre d'Édouard d'Espélozin, donc qui est daté de 1897, qui est un don de la commune de Brèche, qui est surmonté de ce buste en bronze. Donc celui-ci n'est pas original, on y reviendra juste après. Donc celui-ci, par contre, est une copie de celui qui est à l'Académie de médecine, donc signé Danton le Jeune, donc de 1857. Ces premières festivités donc, ont réuni le préfet, l'école de médecine de Tours, les étudiants, mais aussi leurs maîtres, des académiciens. Il y avait les descendants de Velpeau, les descendants aussi d'Emmanuel de la rue du Camp. Enfin, il y avait vraiment beaucoup de monde, et toute la journée, on lit dans les articles qui ont été publiés à l'époque que, eh bien, il y a eu des discours d'hommage à Velpeau qui se sont succédés, dont notamment celui d'Anatole Félix Le Double, qui a été publié et qui fait une vingtaine de pages, je crois. Donc, c'est quand même des hommages d'ampleur. On sait qu'après ces festivités, il y a eu un banquet. Enfin, c'était vraiment de grands hommages. Donc, on est quand même 30 ans après la mort de Velpeau, ce qui montre qu'il avait quand même une certaine influence pour que 30 ans après, eh bien, on fasse un hommage de cette ampleur. Alors, le premier buste a malheureusement été fondu pendant la Seconde Guerre mondiale, mais un moulage avait été conservé. Et donc, on a pu refaire fondre un buste qui est celui qui est présent actuellement, donc qui est une copie de l'original de Danton le Jeune de 1857. Et donc, il y a eu, lorsque le deuxième buste a été apposé, il y a eu une cérémonie de restitution du buste qui n'a pas été moins prestigieuse que la première. Ça s'est passé en 1957, donc 90 ans après la mort de Velpeau. Et de la même façon, on retrouve des articles dans les journaux locaux, dans la presse parisienne, dans le bulletin de l'Académie de médecine, qui montrent eh bien, effectivement qu'il y avait un certain nombre de personnalités à la restitution de ce buste. Et le discours eh bien, d'inauguration du nouveau buste a été prononcé par Émile Aron. Au départ, il devait être prononcé par Henri Mondor, mais il a été empêché au dernier moment. Donc, c'est Émile Aron qui était présent. Mais il y avait aussi de nombreux autres académiciens. Alors maintenant, je vais vous inviter à rentrer dans l'église, et tout juste vous passez le pas de cette église, vous êtes accueillis par le buste en marbre qui est sur votre gauche, donc qui est toujours selon Danton le Jeune. Celui-ci est daté de 1858 et c'est un don de la municipalité lors de la cérémonie de restitution du buste en 1957. Donc c'est tout de même assez atypique déjà d'entrer dans une église et d'être accueilli par un chirurgien. Mais alors ce qui va être encore plus atypique, c'est de passer l'autel et de voir ce magnifique vitrail qui est un médaillon de Velpeau. C'est sous lequel on lit hommage de reconnaissance au docteur Velpeau, fondateur de cette église. C'est une œuvre des ateliers Lobin de Tours. C'est un don de Madame Gouby à la mort de Velpeau en 1867. Alors là, ici, Velpeau étant sur un vitrail d'église, on peut quasiment dire qu'il est élevé au rang des saints. Mais en tout cas, on voit à quel point son village de Brèche, si aujourd'hui ils l'ont un petit peu oublié quand même, puisque le maire n'avait pas vu le vitrail, à l'époque, il y avait quand même un certain respect du chirurgien qui était né ici. Alors, Brèche a rendu ses hommages à Velpeau, mais Velpeau aussi, lui, tout au long de sa vie, il n'a jamais vraiment oublié sa Touraine natale. Alors, on l'a vu intellectuellement, effectivement, il a gardé une fidélité à la médecine tourangelle qu'il a appris, mais aussi, il était l'aîné d'une fratrie de 4, il s'est toujours inquiété de ses frères et sœurs. Il leur a souvent, il s'assurait qu'ils aient de l'argent, il les a recommandés à des gens qu'il connaissait, il s'assurait de leurs soins médicaux. Il a toujours gardé un lien très fort à sa famille, il ne les a jamais oubliés. Mais aussi, il a témoigné aussi tout son respect pour son village de Brèche, et ça se voit à travers eh bien, une histoire qui s'est passée au milieu du 19e siècle où l'église de Brèche menaçait de s'écrouler, allait vraiment tomber en ruine. La municipalité n'arrivait pas à recueillir les fonds nécessaires pour remettre en état l'église, et Velpeau eh bien, s'est complètement ému de cette histoire, et
aux archives départementales d'Indre-et-Loire, il y a tout un dossier sur la rénovation de cette église. Et il y a de nombreuses lettres de Velpeau qui va vraiment se démener pour pouvoir obtenir les fonds nécessaires à la restauration de cette église. Alors, il va écrire au préfet, il va écrire au ministère des Cultes, il va écrire à de nombreuses personnalités qu'il connaît. Il va même jusqu'à faire un appel aux dons. Ce qui montre qu'aussi, Velpeau, à l'époque, outre l'aura qu'il avait sur le plan médical, avait aussi des connaissances au-delà du cercle médical et une influence autre. Donc, toutes les lettres sont vraiment très empreintes d'émotion et il va finir par obtenir les fonds nécessaires pour que l'église puisse être restaurée. Il va tout de même apporter quasiment 50% des fonds aussi avec ses fonds personnels à lui. Et voici ce qu'il écrit, lui, dans la lettre que je vous ai mis ici en copie, donc qui est aux archives départementales. Il écrit « Veuillez soumettre, monsieur le préfet, à un enfant de la Touraine depuis longtemps exilé au centre de la capitale, de venir implorer un moment votre bon vouloir en faveur du pauvre village de Brèche. C'est là que j'ai reçu le baptême, que j'ai puisé mes premières notions de catéchisme et de sentiments catholiques. C'est là enfin qu'en pendant plus de 20 ans, je me suis plu à ébranler la cloche à l'occasion de toutes les cérémonies religieuses. Ces souvenirs qui restent très vifs dans le fond de mon âme me font désirer avec force le maintien de la pauvre Église. » Alors on voit tout l'attachement que Velpeau a gardé pour Brèche et puis aussi cette église dans laquelle, a priori, il a passé beaucoup de temps. Alors, Velpeau meurt en 1867, mais à sa mort, eh bien, on découvre qu'il a laissé aussi un legs à la commune de Brèche, qui est une rente annuelle qui était prévue pour justement continuer l'entretien de cette église de Brèche pour que plus jamais elle ne tombe en ruine, mais qui était aussi pour fleurir et entretenir la tombe de ses parents, donc qui est toujours visible au cimetière de Brèche et que vous voyez ici en photo. Donc, on voit ici que Velpeau, outre-tombe, continue quand même à avoir d'affection pour son village. Mais il va y avoir un dernier rebondissement, si j'ai le temps, oui. Aux archives départementales d'Indre-et-Loire, on a un second dossier. En fait, dans les années 1895, donc après la mort de Velpeau, l'église de nouveau menace de s'écrouler, tout du moins des travaux sont nécessaires. Et à cette époque-là, eh bien, dans le conseil municipal, il y a un neveu de Velpeau. Et lui, il dénonce le fait que son oncle a laissé un legs à la commune de Brèche qui n'a jamais été employé et que de nouveau, on ait des travaux à faire alors que normalement, il y avait un legs qui était prévu pour entretenir l'église. Et donc, il y a tout un tas de lettres dans lesquelles on est vraiment dans une histoire de détournement de fonds. Et comme l'a fait son oncle 30 ans auparavant, eh bien, le neveu prend sa plume et va écrire au ministère, au préfet, et lui aussi va finir par obtenir les fonds pour que cette église, de nouveau, puisse être restaurée. Alors, ce que je vais dire, c'est peut-être une interprétation toute personnelle, mais cette histoire de détournement de fonds, elle date de 1895-1896, et l'inauguration de la place Velpeau avec le buste date de 1897. Donc, il n'est pas impossible que ça soit aussi une façon pour la commune de Brèche de se racheter un petit peu, d'avoir fait autre chose du legs de Velpeau que ce dont il était destiné. Donc, voilà. Alors, j'espère qu'on vous aura donné l'envie de connaître un petit peu plus ce personnage de Velpeau. Donc, nous, on a essayé de vous montrer l'apport de Velpeau et à travers lui de l'école de Tours, déjà sur le plan des idées, avec une primauté de la science, d'expérience et de l'observation, une distinction entre l'opinion et le fait, ça c'est une citation de Bretonneau. En pratique, eh bien, l'importance de la clinique pour Velpeau avec le développement de méthodes d'investigation et puis leur place dans les courants de pensée du 19e siècle entre les anatomocliniciens, les physiologistes, les aliénistes, évidemment, qui prenaient leur place parmi les anatomocliniciens. Et puis nous avons essayé déjà en premier temps de démêler le vrai du faux dans la biographie de Velpeau, puisqu'au final, la quasi-totalité des biographies qu'on retrouve, et déjà les discours d'hommage, dès les discours d'hommage à la mort de Velpeau, ce qui en est dit est déjà faux. Donc finalement, ça s'est perpétué depuis sa mort. Pour cela, on a étudié des inédits, donc la correspondance de Bretonneau,
les archives départementales et puis les fameux carnets de notes de Velpo. Mais dans le futur, il reste encore beaucoup de travail à faire sur le sujet de Velpo. Donc la thèse d'agrégation, on en a parlé. Le carnet de 1826, il est transcrit en entier, mais il nous reste aussi à étudier les cas masculins, on ne l'a pas encore fait. Et puis il y a d'autres carnets qui sont aussi conservés à la bibliothèque. Et ici, à la bibliothèque de l'Académie, il y a aussi une correspondance de Velpo dont on pourrait aussi se servir pour apprendre l'évolution et la diffusion des idées et des pratiques médicales au XIXe siècle. Voilà, alors je vais laisser... Oui, tu voulais aussi ajouter quelque chose. Oui, oui, vas-y. Bon, alors, pour montrer l'influence que Velpo pouvait avoir, en 1864, le médecin Edmond Désiré Couty de la Pommerie est accusé d'avoir empoisonné à la digitaline sa belle-mère et sa maîtresse. Il est guillotiné, place de la Roquette à Paris. Quelques jours avant son exécution, il aurait reçu dans sa cellule la visite d'Alfred Velpo, qui lui propose une expérience, une expérimentation, destinée à prouver ou non la persistance de la sensibilité immédiatement après la mort. Velpo propose donc, ce sont donc deux médecins. Il y en a un qui propose à l'autre qu'au moment de la décapitation, la tête décapitée clignera 3 fois de l'œil droit. Et Velpo promet d'être au pied de l'échafaud. Que croyez-vous qu'il arriva? Ah non. En fait, ce que je viens de vous raconter, c'est la suite du roman. C'est une nouvelle qui a été publiée en 1885 par Villiers de l'Isle-Adam et qui met en scène deux personnages quand même essentiels. L'un adepte de ce qui se passe après la mort, l'autre anatomo-clinicien à fond, et, et Villiers de l'Isle-Adam ne tranche pas. Ça se termine par une paupière qui s'abaisse, et c'est tout. Or, il devait cligner 3 fois. Donc, nous sommes toujours dans le vague. Alors, ce sont donc les carnets d'histoire de la médecine qui sont publiés à la faculté de médecine de Tours, dont les rédacteurs en chef sont Stéphane Velut et moi, et Élise est rédactrice adjointe. Et c'est dans le carnet où tous les premiers résultats de notre travail sur Velpo ont été publiés. Bon. C'est sur le site internet, donc vous avez la référence qui est donnée en dessous. Alors, c'est plutôt une revue qui va essayer de publier au fur et à mesure des recherches en cours des uns et des autres, qui s'est ouvert à tous ceux qui désirent y participer.